d'autres cadres vont nous permettre de discuter cela avec les incidences sur tout cela. La deuxième chose, en termes de participation, durant Africité, nous avons partagé l'expérience des observatoires de la gouvernance et du développement local qu'on a installés dans toutes les régions, en particulier à Louga, avec des conseils de quartier qui sont aujourd'hui au cœur de la prise de décision au niveau de la collectivité locale. Sur cette question également, vous pourrez recevoir des documents, le temps ne nous permet pas de l'évoquer. Mais je voudrais par contre m'arrêter sur trois points. Le premier, c'est sur la question du livre bleu. Ce n'est pas une production du Congat. Dans tous nos projets, nous mettons en place un comité de pilotage où il y a des élus locaux, il y a des acteurs de la société civile, y compris au ville qui a travaillé sur cette question, et d'autres également, pour que ça soit une coproduction au moment de la publication. Et nous sommes en train de réfléchir sur comment faire le second livre bleu, ça a un coût très élevé. Ce qu'on a déjà fait, c'est qu'au moment d'aller à Marseille, nous avons pris sur nous d'organiser un colloque africain avec beaucoup de pays africains, mais aussi d'Asie, d'Amérique latine, pour qu'on y aille avec un document de position de la société civile de ces différentes régions du monde. Cela a été fait, édité et disponible également. Donc on a déjà dépassé le premier livre bleu en tenant cette perspective africaine. Et ça nous permet d'enchaîner sur une de vos observations. Pourquoi il est important, au niveau de ce débat avec les TT, qu'on ne s'en tienne pas seulement à des discussions d'ordre général, mais les questions spécifiques doivent remonter. Parce que finalement, vous vous rendez compte qu'on aura les mêmes lignes de financement et que sur certaines questions, la solution ne peut être que sous-régionale, parce que justement, les sources d'eau sont transfrontalières et sont sources de conflits. Il faut gérer ça. Et votre organisation Eau Vive a même initié une étude sur le bassin large du fleuve Niger à cause de cela, qui inclut même l'Algérie. Donc, au niveau de votre organisation, vous êtes déjà dans ces perspectives-là. Comment sortir du niveau local pour aller vers des perspectives sous-régionales et régionales? Deuxième chose, il a parlé des schémas directeurs. Je passe dessus pour évoquer deux dernières questions. Sur les inondations, ce que l'État est en train de faire, il y a une étude qui a été menée avec l'appui de la Banque mondiale, et cette étude s'est largement appuyée sur l'existant, le capital scientifique du Centre de suivi écologique. Et aujourd'hui, on s'achemine vers un programme de gestion des inondations qui sera financé notamment par la banque et qui va peut-être mobiliser une centaine de milliards. Et la difficulté que nous avons, nous l'avons relevé à ce niveau, c'est que c'est un programme pour Dakar. Le Sénégal n'est pas seulement Dakar. Qu'est-ce qu'on fait pour les 13 autres régions? Et c'est l'ADEME qui sera l'agence d'exécution. Ils nous ont dit que c'est une phase pilote, après on va aller ailleurs. Mais ce sera quand? Dans quelles conditions? Est-ce que les gens vont attendre dans les eaux durant qu'on va faire cette phase pilote-là à Dakar? Ou bien faut-il dès le départ prendre l'option d'aller partout et d'essayer de mobiliser les ressources qu'il faut à ce niveau? Dernière chose, sur le lac de Guiers, la question du dessalement. Nous l'avons posé en comité de pilotage du PEPAM en leur disant que l'option dessalement ne nous semble pas une bonne chose pour trois raisons. La première, c'est que nous avons appris du Cap-Vert que ça coûte cher et que ça pose des problèmes pour ensuite gérer les déchets. Deuxièmement, le Sénégal aujourd'hui rejette des milliards de mètres cubes d'eau au niveau des embouchures du fleuve Sénégal. Et nous avons des réserves souterraines extrêmement importantes. Le problème du lac de Guiers, ce n'est pas un problème de disponibilité de la ressource, c'est un problème d'aménagement. Il faut refaire les endiguements et changer un certain nombre d'ouvrages. Et ça coûte de loin moins cher que ce projet pharaonique de dessalement. Mais c'est des options politiques. Il semble que l'actuel régime est en train de revenir sur tout cela. Il nous appartient maintenant de pousser suffisamment fort pour qu'on ne puisse plus envisager, ne serait-ce qu'une seconde, une telle solution. On ne peut pas rejeter des milliards de mètres cubes d'eau à la mer, avoir des réserves souterraines et de surface et nous embarquer dans une histoire de dessalement, alors qu'on n'a même pas la capacité pour fournir l'électricité aux ménages. Avec quelle électricité on va dessaler l'eau? Donc c'est des questions sur lesquelles on essaie de faire avancer les choses. Ce n'est pas toujours simple, parce qu'il y a un jeu d'acteurs très complexe au niveau du Sénégal, malheureusement sur lesquels on ne peut pas aussi insister. Dans le secteur de l'eau en particulier, de l'assainissement, je vois Mansour qui sourit, mais on en parlera. Je vous remercie. Et je vous prie de m'excuser, mais je vais devoir... C'est
c'est pas une preuve d'incorrection, mais je suis obligé d'y aller. Peut-être abonder un peu plus dans le sens de mon ami Mbouch de radio pour dire effectivement, c'est vrai que lorsqu'on regarde un peu les instruments internationaux et même certains instruments au niveau de nos pays, je pense que cette question de ce droit est abondamment protégée. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des lacunes ici et là, et on a pensé que pour que ces instruments doivent être connus non seulement des populations qui sont les destinataires, mais aussi il faut des lois aussi qui facilitent la connaissance, qui obligent l'administration et les décideurs aussi à communiquer davantage. On se dit souvent, c'est vrai qu'il faut la proactivité lorsque l'administration a des devoirs, mais on s'est rendu compte de plus en plus dans nos pays, il n'y a pas de communication effective. Comme Suleiman l'a dit, il y a plus de propagande, il y a plus de communication politicienne que de communication en route le bénéfice des populations. Je vais donner un exemple. À un moment donné, je pense que Sol était aussi au courant de ça. On avait demandé à l'État, par exemple, de renforcer la communication vers le public pour la meilleure efficacité des services publics. Et ce que l'État avait compris par communication, ils ont demandé à un expert américain, je pense que Sol, tu te souviens, pour venir les aider à communiquer en fait, davantage pour convaincre. Bon, dans le sens politicien. Et quand l'expert américain est venu, c'était vraiment c'était abonné dans le sens de l'accès à l'information. Il faut la participation citoyenne, il faut que les gens soient informés de ce que l'État fait et aussi avoir la possibilité d'y contribuer. Et donc, tout le gouvernement, ils ont fait un séminaire, tout le gouvernement du Sénégal, il y a à peu près 3 ans, mais les gens avaient vraiment compris qu'il faut renforcer la machine propagandiste de la RTS pour que ce que l'État fait soit visible. En fait, eux, ils comprenaient la communication par la visibilité des actions gouvernementales. Et je me dis, toute la machine tourne autour de ça. Aujourd'hui, je pense que les dynamiques changent. Il y a tous ces instruments. Le Sénégal est l'un des pays quand même qui se targue un peu au niveau international d'être un modèle. Et bon, l'histoire nous a donné un peu raison avec les élections. Et là, c'est pourquoi on a dit qu'il faut renforcer ce leadership. C'est vrai qu'on est dans un forum africain, mais je pense que la voix du Sénégal, avec toute cette société civile, et puis il y a des organisations qui sont un peu panafricaines, qui pourraient en fait permettre à d'autres acteurs qui viendront à la Réunion aussi de voir ce qui se passe au Sénégal et puis peut-être de s'en inspirer. Et puis bon, nous, ce qu'on voudrait faire, c'est faire le lobbying auprès des autorités sénégalaises, mais il y a des questions transversales comme sur l'eau, par exemple, au niveau même des sources en Sénégal, Guinée, Gambie et tout ça. Je pense que tous ces résultats pourront être aussi utilisés au niveau de nos plaidoyers, au niveau de la sous-région. Je voulais aussi insister vraiment sur ce que Hadi a dit, et la plupart des gens l'ont réitéré, et Suleiman pour dire qu'il est vrai. Aux décisions de ces autorités, mais les populations ne vont même pas vers ces informations. Donc on s'est dit qu'il faut encourager les populations, les différents acteurs de la société civile à aller vers l'information. Et quand il y a des obstacles, c'est là aussi où on pourra, par exemple, utiliser le contentieux administratif et autres pour dire à l'État de respecter ses engagements. Et je suis tout à fait pour cela aussi. Et ça, je me dis, c'est ce qu'on doit faire davantage, c'est le plaidoyer. Donc, je voulais juste vraiment dire que nous sommes vraiment en phase. Et ce qu'il faut faire, c'est vraiment de renforcer les synergies. Mais aussi, moi, ce que j'ai noté dans beaucoup de nos pays aussi, on s'agite, mais quand même, quand les décisions sont prises, on n'est pas préparé. Souvent, on est des forces de proposition par notre nom, par notre aura, mais pas par le contenu. Et je pense que c'est ça la plus grande faiblesse de la société civile. Pour être une force de proposition, je pense qu'il faut des positions fortes, bien recherchées, qui permettent en fait de poser sur la table en fait des arguments solides qui pourront faire reculer
tous ces lobbies dont on parle, les décideurs aussi. Et donc je me dis, on doit s'acheminer aussi de plus en plus vers la recherche, action, de faire en sorte que quand on fait un plaidoyer sur un sujet, on a un document recherché avec de la substance vraiment forte qui permettra aux gens de nous respecter. On a essayé un peu de faire ça en 2010, bon, de manière beaucoup plus modeste avec le SICODEF, quand ils ont soulevé cette question de la privatisation. On a vraiment préparé un argumentaire juridique fort avec des éléments clés. Je pense qu'avec le plaidoyer de SICODEF, la plupart des autorités qui étaient impliquées dans ces tractations n'étaient même pas au courant des enjeux. C'était pour dire quand même que si la société civile présente des positions fortes, elle pourra éclairer même les décideurs qui sont souvent sous l'emprise des lobbies, soit des lobbies économiques ou des lobbies politiques et autres. Donc souvent, le oui est donné sans pour autant comprendre les enjeux, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans. Quelqu'un disait, bon, en Afrique ou dans les autres pays, quand on dit on fait la planification, on dit, bon, dans 5 ans, qu'est-ce qui va arriver? Peut-être on maîtrise un mot, ou bien c'est juste l'année prochaine. Et pourquoi les autres sont au niveau où ils sont? Quelqu'un disait qu'en Chine, quand ils disent on fait la planification, c'est qu'ils regardent quelles sont les implications pour 100 ans. C'est juste pour dire que quand même, on ne se projette pas souvent à long terme. Et d'habitude, les décisions se prennent à la va-vite et la société civile ne fait que réagir. Donc, je pense qu'on doit impulser les dynamiques et les inverser et peut-être renforcer un peu la société civile, surtout les organisations de femmes, pour qu'elles puissent faire entendre leur voix. Et nous, à l'article 19, c'est ce qu'on essaie aussi de faire sur la question de l'accès à la santé, de l'eau, vraiment aider, soutenir les populations à la base pour qu'elles-mêmes puissent projeter leur propre message et ne pas le faire toujours pour elles. Merci. Aussi bien les présentations que ce qui a été dit ici par les participants peuvent se regrouper autour de certains gros blocs que nous avons identifiés. Je ne me suis pas consulté encore avec Cheikh Diallo qui était en train de recueillir, mais je voudrais revenir sur certains des aspects que j'ai entendus qui pourraient être complétés par ce que Chérif a recueilli, mais aussi avec vos compléments d'information. Il me semble qu'il y a différents blocs. Je n'ai pas le nombre exact de blocs, mais je vais les parcourir rapidement avec vous pour qu'on puisse aller vers les recommandations et peut-être les structurer de manière à ce qu'avant de sortir d'ici, nous puissions avoir une idée très claire des recommandations qui semblent émaner des différentes discussions, aussi bien des panels que de vous, sur lesquelles nous pourrons travailler dès que nous avons eu votre feu vert quand on les aura discutés. Il me semble qu'il y a d'abord un premier bloc qui est ressorti. Parce que rappelez-vous, je voudrais juste rappeler les objectifs aussi de cette session. Le premier objectif, si vous voyez les termes de référence, c'était que nous, société civile, il nous faut pouvoir articuler notre plaidoyer sur cette question-là vis-à-vis des autorités. Et apparemment, un premier grand bloc est sorti, c'était de dire que l'eau, c'est un droit socio-économique. Et que tout le monde aujourd'hui devrait aller beaucoup plus dans cette direction de dire il faut que nous puissions avoir une loi qui peut être opposée à l'État, de dire c'est un droit auquel vous êtes assujettis et que vous devez nous donner en tant qu'État. Et cela va regrouper donc tous les éléments qui sont sortis quand on a dit que c'est un élément de souveraineté. Cela va ressortir toujours l'eau comme droit socio-économique quand les gens nous ont dit qu'il faut qu'on puisse demander la ratification du protocole du pacte international des droits économiques, socio-culturels. Quand on nous a dit qu'on est en train d'aller de plus en plus vers la marchandisation des services de base, c'est sous ce bloc-là que ça peut ressortir quand nous demandons aux autorités, quand nous le disons, nous voulons que vous considériez l'eau comme un droit socio-économique. Ça transmet, ça convoit tout de suite l'idée que la marchandisation des services publics, c'est quelque chose qui va à l'encontre de l'eau comme un droit socio-économique. On retrouvera aussi toujours sous ce premier gros paquet
la question de l'accès à l'information, qu'il nous faut absolument que nos États puissent ratifier, adopter, formuler un droit pour l'accès à l'information, parce que cela nous permettra, à travers différentes possibilités, différents mécanismes, d'avoir accès à l'information sur comment les négociations se font sur la question de l'eau. Ça induira beaucoup plus de transparence qui nous permettra donc d'avoir l'information et d'être cette société civile active dont on a parlé ici, qui arrive à avoir l'information et qui agit sur cette information pour que ça puisse se faire dans le sens de l'eau. Ça pourrait être un premier bloc. Et je veux dire, toujours sur ce même bloc, ça va jusqu'à une fois que nous avons fait le plaidoyer pour qu'on puisse avoir un droit opposable à l'État, que l'eau est un droit socio-économique, on va en ce moment demander à ce que ça soit intégré jusque dans les plans nationaux. Et on est même allé jusqu'à aller à une échelle beaucoup plus basse pour dire plans nationaux, mais aussi transfert au niveau des collectivités locales, en même temps que les ressources adéquates qui doivent accompagner ce transfert de compétences. Ça pourrait faire un premier bloc dans notre recommandation. Le deuxième bloc qui est sorti, c'est l'assainissement. On a dit que l'assainissement, c'est le parent pauvre. On ne devrait peut-être pas aller dans le sens de suivre le langage standard, mais tout le monde reconnaît que c'est le parent pauvre et que notre recommandation devrait être de dire il faut que ça devienne maintenant une priorité. Il faut qu'on arrête de dire, de pleurnicher et de dire que c'est le parent pauvre. Allons-y maintenant et disons, mettons les ressources adéquates. Et ça devrait commencer par l'État, de mettre des ressources adéquates qui nous permettent de faire à ce qu'on sorte de cette litanie de dire que c'est le parent pauvre, c'est le parent pauvre et ça reste toujours parent pauvre. Et à cet égard, je voudrais dire que ceux qui étaient là les premiers ont dû voir que sur le panel, il y avait le chevalet de ONAS. Effectivement, on avait invité le syndicat de ONAS pour qu'ils viennent présenter leurs perspectives sur l'assainissement. Et c'est ce qui a fait que, vous l'avez remarqué, dans nos propos, le volet assainissement n'est pas aussi ressorti qu'on l'aurait souhaité. Parce qu'on avait voulu avoir quelqu'un, carrément, comme on a eu le volet rural, le volet urbain, le volet droit international et accès à l'information, et le volet genre là-bas, on aurait voulu avoir quelqu'un spécialiste de l'assainissement qui nous dise voilà les défis que nous avons, voilà les recommandations que nous avons. C'est pourquoi, effectivement, vous avez senti que... Mais alors, c'est ressorti comme un bloc sur lequel notre recommandation pourrait être de dire il faut que ça devienne une priorité. Qu'on arrête de dire c'est le parent pauvre, maintenant passons aux actes. Tout simplement, notre plaidoyer, si on va l'articuler, c'est de dire qu'il n'y a pas, tous vos efforts pour la santé publique seront vains tant que vous n'aurez pas mis ce qu'il faut dans l'assainissement. Un autre bloc qui est sorti, c'est tout ce qui est lié à transparence, consultation, implication des populations et des collectivités locales. Mais on a dit, on est même en train de faire des infrastructures sans consulter les gens. On a dit que les collectivités locales ne sont pas toujours impliquées. Pour les ASUFOR, on a dit que les décisions se prennent à un niveau où eux-mêmes ne sont pas impliqués. Donc, avoir un bloc de recommandations sur la nécessité de la transparence, de la consultation, de l'implication des acteurs et des collectivités, avec tout ce que ça implique de ressources qui doit y aller, me semble être un bloc qui est ressorti ici de tout cela. C'est là qu'on aura la question des transferts, les plans directeurs, tant au plan national qu'au plan local, et avec, vous nous aiderez sur le langage Mansour, sur comment traduire certaines des préoccupations que vous avez ressorties, qui peuvent être techniques et sur lesquelles vous pourrez nous aider à avoir un langage que nous pourrons véhiculer dans les recommandations. Un autre bloc, c'est le coût des alternatives. On a dit, oui, nous voulons tous avoir de l'eau et la ressource. C'est vrai, il y a un problème de durabilité qui se pose. Mais quid alors des coûts des alternatives de cela? Et là,
il est ressorti que tout ce qui peut sortir tout de suite comme « Ah, voilà une alternative », nous devons faire preuve de prudence par rapport à cela et nous poser des questions par rapport au coût de ces alternatives. Est-ce que ces alternatives sont des alternatives qui sont durables? Quel impact ont-ils sur l'environnement? Ça, c'est des questions qu'il faudra qu'on puisse se poser quand on fera des recommandations sur les alternatives. Donc, dire, les alternatives sont à rechercher, mais il faut que ces alternatives, nous faisons la recommandation que quand vous devez chercher des alternatives, qu'elles puissent être des alternatives accessibles ou qui intègrent en tout cas les 4 critères que nous avons soulevés au départ. Un autre bloc, et ça me semble être le dernier, peut-être que j'en ai oublié, c'est eau et femmes. On a dit qu'il fallait qu'on puisse articuler ça et dans notre plaidoyer, mais aussi faire en sorte que les décideurs puissent entendre la nécessité de donner une visibilité tant institutionnelle, et c'est comme ça qu'on a dit qu'au mois de mars, puisqu'il y avait autant de clash, les consommateurs célèbrent le mois de mars, les femmes le mois de mars, et on dit maintenant que ça va être aussi l'accès à l'information ou l'accès des femmes et autres. Peut-être que nous pourrons envoyer une recommandation forte et dire que le mois de mars, alors nous proposons que les pays africains puissent aussi en faire le mois de l'accès à l'eau et à l'assainissement en relation avec les autres acteurs qui célèbrent le mois de mars. C'est les femmes, le 8, c'est les consommateurs, le 15 mars. Donc ça pourrait faire un autre bloc. Voilà quelques-uns des blocs que j'ai retenus. Peut-être que j'ai pu en oublier un ou deux, mais alors je voudrais peut-être maintenant passer ici et nous projeter ce qu'ils ont retenu comme recommandation pour qu'on puisse, au bout de cette projection, voir ce qu'on a retenu globalement. Oui. Un peu de précision par rapport à la recommandation du transfert du service du secteur de l'hydraulique vers les communautés, les collectivités locales. Parce que si l'on voit que leurs réseaux sont en général transversaux, et on vient de dire que pratiquement Dakar est alimenté à partir du lac de Guiers, vous avez cité ici par exemple deux projets, et surtout que les Belges utilisent souvent, c'est les projets à multivillages. Donc c'est cette précision que je voudrais. Comment, contrairement par exemple aux 9 autres compétences qui ont été transférées aux collectivités, là, comment peut-on transférer certains services de base tels que l'énergie, tels que l'eau et l'assainissement, tels que le transport, etc. etc. Voilà. Il y a 10 ans, c'était Dakar va manquer pour quelque chose de trouver une solution. Et ensuite, on a eu des programmes. On se rend compte qu'on résout un problème, il y a un autre problème qui se pose. Et que donc, l'une des approches à l'attention de nos décideurs, ce serait de dire revoyez votre politique de développement urbain, d'aménagement du territoire tout simplement. Pourquoi voulez-vous tout concentrer dans les capitales et vous peinez à résoudre les problèmes d'accès à l'eau et à l'assainissement dans ces capitales? Est-ce que ça n'est pas plutôt une vision beaucoup plus large d'aménagement du territoire qui vous permet peut-être de rapprocher les points d'eau aux consommateurs, aux zones rurales, et c'est là le volet eau et agriculture pourrait aussi ressortir et être pris en charge. Oui. Oui, c'est pour renforcer ce que dit le doyen. Lequel? Si on... Ah, c'est moi le doyen. D'accord, Oui, merci. Peut-être que on n'aime pas le terme doyen, donc c'est M. Kanté, hein? Kanouté. Pour appuyer donc ce que dit M. Kanouté par rapport à la question qui a été posée, c'est que je pense que même du point de vue des cadres qui existent, que ce soit les cadres administratifs, législatifs qui existent,
Aujourd'hui, si l'on prend par exemple le fleuve du Sénégal, c'est un cours d'eau international, mais les États parviennent dans leur vision à harmoniser même, par exemple, les législations, que ce soit le code de l'eau, le code de l'environnement. Il faut travailler aussi dans une perspective d'harmonisation et de synergie. C'est valable à l'intérieur même du territoire. Je pense que si on observe les plans aussi de développement locaux, il peut y avoir par exemple des possibilités également d'intégration pour avoir une vision beaucoup plus large qu'une vision par exemple limitée à un village ou bien à un segment de village. Mais tout ça c'est dans une perspective à long terme et c'est un travail également auquel les organisations de la société civile sont invitées, surtout en matière de plaidoyer. Parce que c'est par ce plaidoyer qu'on peut amener les États même à réviser un certain nombre de choses, même par rapport à la décentralisation, par rapport aujourd'hui aux manquements qui ont été constatés également, qui doivent accompagner dans le cadre de du transfert des compétences, du transfert de ressources. C'est une question également de démocratie, c'est une question de citoyenneté. Pourquoi on insiste sur les droits, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait même que les gens sachent que c'est un droit et en soi conscients qu'aujourd'hui ils peuvent réclamer ce droit-là et se baser sur des instruments, etc., c'est déjà quelque chose d'important parce qu'ils seront eux-mêmes à mieux de défendre le droit que quiconque, par exemple, nous-mêmes qui essayons aujourd'hui d'être le porte-voix. Voilà un peu ce que je voulais dire, que ce n'est pas impossible, mais c'est à inscrire dans une vision à long terme, dans une approche stratégique. Il faut savoir une chose, c'est-à-dire que pendant des années, dans nos pays africains, on a tout géré de manière centralisée. Et nous avons vu les conséquences de cette gestion centralisée. Même, comme disent certains, souvent les Wolof, même pour dire le pouce au sang, il faut que l'État autorisé pour des investissements. Mais c'est juste pour dire, c'est une boutade pour dire juste que les choses se passent au niveau local, les difficultés qu'on vit, et dans tous les domaines de la vie, font en sorte que il est préférable que les solutions aussi viennent du local et qu'on décharge l'État en fait de certaines questions pour que la gestion soit plus efficace au niveau local. D'autant plus qu'on va de plus en plus vers l'autonomisation des collectivités. Ça c'est non. Et je prends aussi un exemple pour dire juste qu'il est important qu'au niveau des différentes échelles territoriales, qu'on trouve la cohérence non pas de l'autre, mais qu'on trouve aussi des spécificités de gestion. Il nous est arrivé dans le cadre dans une ville du Sénégal, Kaolack, on n'a pas la nommer, où dans le cadre d'un projet, il a été identifié comme priorité au niveau des populations qu'on construise un centre de dépotage qui permet de réduire les coûts de prise en charge de la question des vidanges des fosses septiques. Parce que le service devenait trop cher pour les ménages. Et parce que les camions allaient de plus en plus loin pour décharger les coûts. Et donc, ils répercutaient, les entreprises concernées répercutaient les coûts sur les tarifs aux ménages. Donc, il a été retenu par les populations de construire un centre qui permette de vider les coûts à des distances réduites et qu'on puisse répercuter maintenant la réduction de ces coûts-là sur les tarifs. Donc, qui permettait donc aux ménages d'avoir plus accès à ces services-là. Alors, quand ça a été structuré, quand le projet a été formalisé, les études techniques faites, etc., il fallait finaliser avec le service déconcentré de l'État, sur place. Mais le directeur, en fait, a joué de dilatoire pour que le projet n'aboutisse pas, parce que juste l'harmonisation qui devait être faite entre l'État et la collectivité locale n'a pas pu se faire parce que juste la collectivité locale n'a pas la compétence à ce niveau-là. Et donc ça pose problème. D'autant plus que la solution était trouvée au niveau local, les financements étaient là, etc. C'était bon, bravo. Ok. Proposition par rapport à ce que je viens d'entendre ici. Donc nous, Action Solidaire, d'après ce que nous avons compris en fait de ce débat, vous avez vraiment bien présenté en fait. Rapproche le micro. Vous avez bien présenté en fait des propositions que vous devez soumettre au ministre. Mais nous disons qu'en fait vous avez bien pensé, mais il faudra agir.
agir, c'est-à-dire que, en fait, vous aviez tantôt dit, M. Kanouté, qu'en fait, l'ensemble des associations qui sont là sont des associations fêtières. Donc, nous devons faire une grande mobilisation pour aller, en fait, au niveau de la conférence des ministres, et puis non seulement déposer le référendum, nos recommandations, mais aussi montrer, en fait, notre force à ce niveau-là. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Il consistait de relever dans leur discours les quelques points de recommandation qu'ils vont formuler. Alors la séance consiste à d'abord présenter les quelques recommandations qui ont été formulées par le premier présentant, à savoir M. Kanouté, et que l'assistance puisse y apporter quelques modifications ou quelques rajouts, et qu'on valide pour avancer également sur les autres recommandations qui sont formulées par les deux. Alors, la première recommandation qui a été formulée par la première présentation de M. Kanouté, il s'agit de la prise en compte des 4 critères: accessibilité financière, accessibilité géographique, qualité de l'eau et quantité et qualité de service dans la mise en place de tout mécanisme dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. La deuxième recommandation, c'est que l'État doit assurer sa mission pour une égalité de tous les citoyens au service essentiel dont l'eau et l'assainissement. Et la troisième recommandation formulée, c'est d'instituer un cadre de régulation transparent et inclusif, regroupant tous les acteurs. Et enfin, la dernière recommandation, c'est la préservation de la ressource en eau qui ressort du fait que le lac de Guiers, où l'essentiel de l'eau de Dakar est épuisé, commence à être épuisable. Donc voilà les 4 propositions qui sont formulées et qu'on aimerait quelques observations là-dessus avant de passer sur les autres recommandations qui sont formulées par Mme Fatou Diagne et M. Boubacar de Kongat. Merci. Je pense que je voudrais soulever un point d'ordre méthodologique. Je me demande si on va s'en sortir si on prend l'exercice ainsi. Parce que M. Kanouté a fait une excellente synthèse des recommandations issues à la fois des présentateurs, mais également aussi des participantes et des participants. Est-ce qu'il ne faut pas partir de cela pour faire quelque chose dans le sens d'une meilleure élaboration, dans une perspective de recommandation, et peut-être partager par voie électronique avec tout le monde, pour qu'on ait également aussi du recul, parce qu'à chaud, ça peut paraître aussi difficile de faire cet exercice à plusieurs comme ça. Et je pense que ça nous permettrait, demain par exemple, de renvoyer maintenant nos observations et permettre aux organisateurs d'avoir une mouture finalisée en bonne et due forme. C'est la proposition que je voulais faire. Merci. Merci. Alors, pour la présentation de Mme Diagne, article 19, quelques recommandations sont ressorties. Promouvoir les textes et mesures réglementaires pour permettre aux agents des services techniques de l'hydraulique de maîtriser les textes juridiques, obliger les usagers et les sociétés de forage à se conformer aux textes en vigueur sur l'eau et mettre en place un mécanisme viable pour appliquer le principe usager-payeur. Deuxième recommandation, appliquer la loi sur le service public de l'eau et de l'assainissement pour rendre efficace sa mise en œuvre. Articuler la loi sur le service public de l'eau et de l'assainissement au texte de la décentralisation. Pour les recommandations relevées dans la présentation de M. Boubacar, promouvoir la coordination des acteurs et une amélioration des indicateurs, travailler en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, mettre l'accent sur la qualité des installations et les ouvrages et leur coût, renforcer les capacités et le dialogue dans le cadre de l'audit social et la présentation des rapports alternatifs, mettre sur pied un système de régulation du secteur de l'eau et l'assainissement, et enfin inscrire la mobilisation des ressources additionnelles dans l'agenda post-2015. Et enfin, Mme Tal nous a fait de très belles propositions qui, bon, parce qu'elle n'avait pas eu une présentation à faire, mais quand même, dans ses propos, on a pu relever au moins
deux pertinentes recommandations, à savoir l'intégration de la dimension genre dans la gestion du secteur de l'eau et l'assainissement et l'implication des collectivités locales dans la maintenance et la gestion des équipements hydrauliques. Voilà, c'est ces deux recommandations qu'on a pu relever dans son speech tout à l'heure et qui, à mon avis, sont très pertinentes. Très bien. Je voudrais regrouper tout cela de manière à ce qu'on puisse avoir les éléments de synthèse que nous avons eus là et les éléments qui sont sortis des différentes présentations. Je voudrais quand même qu'on puisse avoir peut-être 4 ou 5 personnes, organisations qui voudront bien relire ce sur quoi nous allons travailler, article 19 et nous, pour que ces organisations puissent demain, quand on leur aura envoyé vers midi le document, qu'ils puissent lire et revenir vers nous avec quelques propositions d'amélioration ou des éléments que nous aurons manqués, afin que nous puissions dans la soirée finaliser le document avec les noms de toutes les organisations présentes ici, et cela va nous permettre d'avoir un document qu'on pourra faire valoir les 12, 13 et 14. Je voudrais des volontaires, sinon j'en désigne. Elle est Ramagnan, c'est deux côtés. Elle est pour représenter les femmes. Qui ça? Elle est Ramagnan. 2 femmes, 2 hommes. Donnez votre nom. 2 femmes, 2 hommes. 2 femmes, 2 hommes. Elle est Ramagnan, c'est déjà actif la jeune. Elle est Ramagnan. Elle pourra faire. Ok, vous pouvez faire. Je vois Ruby dire oui, ça veut dire que tu te proposes. Ah oui. Très bien, Ruby, voilà, c'est très bien. D'accord. What aid, hein? Oui. Et alors, de ce côté, je vois bien quelqu'un. Ça, c'est Ama. Ok, très bien. Voilà. Mansour, tu auras à nous donner des éléments par rapport à certains aspects techniques que nous n'avons pas bien compris. Donc, on le met directement dans les trous. Voilà. Obi. Mais moi, c'est que je dois partir sur une petite caisse comme ça. Donc, je vais voyager. Écoutez là, rappelez-moi votre organisation. Oui. Bon, mais alors voilà, ça ferait. Hein? Et on s'est dit que vous pouvez faire le programme demain. On va avoir une autre conférence parce que les Nations Unies, toutes les organisations ce matin, on s'est dit que c'est une question vitale et on veut aussi que ça soit inséré dans le calendrier des droits humains. Et on a pris le pari de faire ce chose. Donc on vous remercie. On sait que la plupart de vous aussi, vous êtes engagés dans le domaine, vous êtes bienvenus. On vous remercie. Donc c'est le 10 décembre 1948 que la Déclaration universelle a été adoptée. Et article 19 tient son nom de cette déclaration. Vous mettrez de la Bien, merci beaucoup à tout le monde. Mais, il y a maintenant la belle partie, le cocktail. Hein? Ah, je vais vous dire, vous allez voir, ça déjà dans le une problème. Badu undi kolera, badu undi apollo, badu undi jangoro, nyumunusa. Satu, 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 satu. Badu undi kolera, badu undi apollo, badu undi jangoro, nyumunusa. Semani jayo balik di bari na ci rew mi
doxalee wow set Badu andi kolera Badu andi aforo set Badu andi jangoro Ini manusia set sama dëkkandoo nañu fexe nañu doxalee mbalit mi ndax daal ñu mën a noyyi waawee set Badu andi kolera set Badu andi apolo set Badu andi jangoro Ini manusia